Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 7e édition de notre série de Lunch and Learn. Donc, ce sont des événements qui s'inscrivent dans le cadre de la chaire sur la modération des contenus qui est financée par la région Île-de-France. Et nos travaux s'intéressent spécifiquement à l'encadrement juridique de la modération des contenus en ligne. Je suis Garance Denner et je suis chargée de projet au sein de la chaire. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Louis-Victor de Françu et Toshali qui vont nous parler de l'accompagnement des services numériques dans l'évaluation des risques systémiques, qui est donc une nouvelle obligation majeure imposée aux très grandes plateformes dans le cadre du règlement sur les services numériques ou du DSA. Donc nous aurons le plaisir de l'entendre pendant une vingtaine de minutes sur cette expertise. Et après cet exposé, un temps de questions-réponses sera ouverte. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat au long de la présentation. Donc Louis-Victor de Françu est le cofondateur et le CEO de Tremo, qui est une start-up française spécialisée dans les solutions de Trust and Safety. Et il possède également une expertise qui est particulièrement pertinente pour notre sujet du jour, car il est un ancien consultant en gestion des risques dans le secteur financier. Et pour poser un peu le cadre de notre discussion, les articles 34 et 35 du DSA imposent aux très grandes plateformes d'évaluer et d'atténuer leurs risques systémiques présents sur leurs services. Et on peut définir un risque systémique comme un risque dont la réalisation peut avoir des conséquences graves et étendues, non seulement sur les utilisateurs de la plateforme, mais aussi sur l'ensemble de la société, comme la santé publique, les processus démocratiques ou encore les droits fondamentaux. Et donc, l'évaluation de ces risques, elle représente un défi majeur pour les plateformes. Donc, si détecter des contenus illicites est une chose, évaluer des risques plus complexes, comme par exemple les effets négatifs sur le discours civique ou sur la santé publique, en est une autre. Et donc la documentation de cette évaluation des risques doit ensuite être transmise à la Commission européenne et les services doivent également publier un rapport qui soit accessible au public. Et donc bien que novatrice, cette logique de cartographier des risques pour anticiper les crises n'est pas nouvelle et elle est la norme dans le secteur bancaire et financier. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment des entreprises comme Tremo accompagnent les services dans l'évaluation de ces risques, comment les plateformes peuvent s'inspirer des bonnes pratiques du secteur bancaire et financier, et aussi quelles sont les méthodes d'identification et d'évaluation des risques les plus pertinentes. Donc je m'arrête ici et je vais laisser tout de suite la parole à Louis-Victor, et merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Garance, pour cette introduction. Je suis aussi accompagné, comme tu as dit, de Toshali, qui est de notre équipe, qui a travaillé énormément sur ces sujets, qui a accompagné de nombreux de nos clients dans l'analyse des risques systémiques. Merci pour cette intro qui était très complète aussi. Alors, je vais essayer je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Je ne vais pas rentrer sur le détail. Alors, tout d'abord, mes diapos sont en anglais parce que nous travaillons essentiellement en anglais. C'est des slides qu'on a déjà utilisés pour expliquer un peu ce que c'est que des analyses de risques systémiques plus largement à nos clients. Et donc voilà, donc on a réutilisé ce qu'on avait et j'essaierai d'utiliser le moins possible d'anglicisme dans cette présentation, ce qui risque de ne pas être évident. Garance, comme tu disais, l'exercice d'analyse de risque systémique, ce n'est pas une notion nouvelle, c'est une notion qui existe dans plein de secteurs différents, qui existe dans le secteur financier sur un tas de sujets, sur les sujets de credit risk, sur les sujets de lutte contre le blanchiment d'argent, sur le financement du terrorisme, mais ça existe aussi en pharmaceutique et dans plein d'autres industries. Et il s'agit d'un processus structuré qui permet d'identifier, d'évaluer et d'hiérarchiser les risques. Et l'objectif, c'est d'aider les organisations à repérer leurs vulnérabilités et à déterminer comment atténuer ces risques, les risques qu'ils peuvent poser à leurs consommateurs ou à la société plus généralement. Pourquoi je commence par ça? Parce que on rembobine un petit peu, aujourd'hui, on est en fin 2025, la première fois que nous avons aidé des entreprises dans l'analyse de leur risque systémique en 2023, la première fois que ces entreprises, les Very Large Online Platforms ou les VLOP, ont dû faire ces analyses de risque systémique en 2023, en fait, beaucoup de monde se regardait en disant « mais comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est qu'une analyse de risque systémique ?» On avait des plateformes, des plus grandes plateformes du monde qui avaient
fait une analyse d'écart entre la réglementation et ce qu'ils avaient en place. Il y avait d'autres qui avaient fait des espèces de montage mathématique, mais qui n'avaient rien à voir avec une analyse de risque systémique réellement. Et donc, on a dû vraiment reprendre les bases en regardant ce qui se faisait ailleurs, en regardant ce qui faisait, moi, mon expérience avant Tremo. Comme tu disais, j'ai travaillé en conseil pendant quelques années où on aidait les banques, les plus grandes banques de la place française, mais européenne, à faire leur analyse de risque systémique et de blanchiment d'argent. Donc, ce que c'est en fait de dire quels sont les risques que mon métier, que mon business a, quels risques est-ce que mes services peuvent être exploités pour que des gens blanchissent leur argent. Et donc ça, c'est la partie de la risque inhérent, on rentrera plus dans le détail. Et puis, l'analyse des mitigations, des facteurs pour atténuer ces risques et à quel point est-ce que réellement j'arrive à la fin avec un risque final, un risque résiduel qui est acceptable pour mon business et pour la société. Mais juste pour commencer, on va se focaliser ici sur l'article 34 et 35 du Digital Services Act, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul règlement qui impose des analyses de risque systémique aux entreprises. C'est probablement le plus complexe, non seulement parce que la Commission a probablement fait exprès de mettre peu ou pas beaucoup de lignes directrices dans la manière dont il faut que ce soit fait, mais Ofcom, donc le régulateur anglais, a lui établi près de 1000 pages de lignes directrices de comment est-ce qu'on fait une analyse de risque systémique, quels sont les critères à mettre en place. Et là, c'est l'ensemble des plateformes, des plus grandes aux plus petites, qui doivent faire des analyses de risque systémique. Même chose en Australie, il y a peut-être moins de pages, mais beaucoup d'entreprises, de manière plus large qu'en Europe, doivent faire des analyses de risque systémique. Sachant aussi que, sans rentrer dans le détail, mais l'article 28 du Digital Services Act va probablement, ou plus que probablement, demander aux entreprises de faire des analyses de risque qui posent aux mineurs en ligne. Et donc ça, c'est un autre débat, mais aussi, on rentre moins, ils sont peut-être moins chargés que l'article 34 et 35 en termes de conséquences et de demandes qui en découlent. Donc, vous savez tous probablement, un very large online platform, c'est une plateforme qui a plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe. Aujourd'hui, ces plateformes ont déjà fait 3 cycles de rapports, d'analyse de risque systémique. Donc, le premier est en 2023. Et ils doivent publier tous les ans une version synthétisée de leur rapport, de leur analyse de risque. C'est-à-dire que l'analyse de risque en tant que telle est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus complexe que ce qui est publié. Ce qui est publié, c'est vraiment, d'une certaine manière, un résumé de leur analyse. C'est aussi ce qu'ils transmettent à la commission, et la commission peut, sur demande, avoir beaucoup plus de ces informations et avoir le détail des calculs, etc. Mais l'analyse de risque systémique en tant que telle, et on va regarder sur on en parlera un peu plus, demande une analyse quantitative et qualitative très profonde. Et ce qui est intéressant de voir aussi au fil des années, c'est à quel point cette discipline impacte, et comment est-ce qu'elle impacte les plateformes en ligne en termes de culture de risque, mais aussi comment la méthodologie évolue pour être une méthodologie de plus en plus quantitative et de moins en moins qualitative. C'est ce qu'on voit, c'est clairement une demande des régulateurs, que ce soit le régulateur anglais ou le régulateur européen. On voit que dans les différentes demandes qui ont été faites par la Commission européenne aux entreprises, il y a beaucoup un focus particulier qui est mis sur les données qui sont utilisées et pour le calcul de ces risques. Et on voit qu'en général, ça pousse les entreprises à réfléchir d'ailleurs, parce que ça n'avait pas toujours été le cas auparavant, en tout cas, ce n'était pas exprimé de manière aussi claire, quelle est la culture de risque de l'entreprise. Et par culture de risque, de nouveau, on peut se référer à ce qui se fait beaucoup dans le secteur financier. C'est par exemple, quelles sont les lignes de défense. La première ligne de défense, la deuxième ligne de défense, la troisième ligne de défense. La première ligne de défense, ça va être le risque ou les opérations en banque. La deuxième ligne de défense, ça va être les fonctions de conformité qui va vérifier que la première ligne fait bien son travail, plus après la troisième ligne qui est l'audit interne, qui est indépendant des autres fonctions, qui reporte directement au board, qui revoit ce qui se fait par les deux autres fonctions. Une culture de risque, c'est aussi de se dire comment est-ce que mes développeurs, comme si je fais l'analogie avec une banque, comment est-ce que mes traders peuvent prendre, ou comment m'assurer que mes traders prennent bien en compte
les obligations de conformité et les obligations de gestion de risque dans le trade qu'ils font. Comment est-ce que, si je retourne sur les plateformes, est-ce que mes développeurs, quand ils réfléchissent à une nouvelle feature, prennent bien en compte un certain nombre d'aspects réglementaires et de risques lorsqu'ils développent une certaine feature et s'assurer qu'avant que cette feature ne soit déployée sur le marché européen, parce que dans le cadre du DSA, c'est le marché européen, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'ensemble des analyses et des risques potentiels aient bien été pris en compte. On a vu évidemment avec TikTok qui avait déployé TikTok Lite et qui en urgence a dû retirer cette fonctionnalité du marché européen le temps de fournir la documentation qu'il fallait à la Commission européenne. Si vous avez des questions, Ante, n'hésitez pas aussi, si tu veux, Garance, que je précise certains éléments, surtout, n'hésite pas. Comment est-ce qu'on calcule le risque, un risque systémique? Alors, chaque entreprise le fait un peu à sa manière, c'est-à-dire qu'il y a des guidelines et de plus en plus de best practice qui commencent à émerger sur le marché. Il y a des institutions comme le Digital Trust and Safety Partnership qui a des guidelines sur ce que c'est qu'une analyse de risque systémique. Donc pas seulement pour les VLOps, ce n'est pas uniquement dans le cadre du DSA, mais en général. Il y a d'ailleurs transformé en standard ISO. Il y a pas mal de recherches qui est faite sur le sujet. Il y a beaucoup de discussions en cours. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça reste une discipline et ça reste une méthodologie qui se construit et qui mûrit au fil des années et au fil des itérations d'analyse de risque. Si je veux vraiment résumer et caricaturer un peu la manière dont c'est fait, donc in fine, c'est le risque résiduel. C'est ça qu'on essaie de calculer. Quel est le risque que pose mon service ou les features de mon service à, si je reviens en arrière, et comme tu disais, à la dissémination de contenus légaux, sur les droits fondamentaux, au processus démocratique et sur la santé publique. Donc, quels sont les risques que posent mes features à ces 4 éléments? Et évidemment, ces 4 éléments sont après où les entreprises, elles les diminuent, voire elles les break down en beaucoup de sous-catégories. Donc, il y a beaucoup de sous-catégories qui sont analysées pour chacune. Par exemple, contenus illégaux, on peut avoir par exemple les contenus pédopornographiques, on peut avoir plein d'autres éléments qui peuvent être inclus dans cette catégorie, les contenus terroristes, etc. Et donc, si je reprends ce que je disais, l'objectif est d'avoir un risque résiduel. Et pour calculer ce risque résiduel, il faut calculer quel est le risque inhérent de ce service ou de ce feature de service si j'avais aucun contrôle en place. Donc, si j'avais aucun système de modération, s'il était vraiment brut, quels seraient les impacts de ce service sur la société ou sur la diffusion, la propagation de contenus terroristes ou de contenus légaux en ligne, etc. Et on calcule après quelle est la qualité et la force de mes contrôles pour diminuer ces risques et arriver à ce qu'on appelle donc le risque résiduel. Comment est-ce qu'on calcule le risque inhérent? Le risque inhérent, c'est une formule pondérée entre la probabilité que ce risque se matérialise sur mon service et la gravité que ce risque pèse sur mes utilisateurs ou sur la personne qui est victime de ce contenu, donc que ce soit un contenu, par exemple, pédopornographique, la victime elle-même, les personnes, l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui voient le contenu, et puis l'impact plus largement que ça peut avoir sur la société aussi, ce qui est évidemment le troisième point le plus difficile à calculer, parce que comment est-ce qu'on calcule cette gravité, sachant que la severity, elle est distinguée ou elle inclut 3 points qui sont de nouveau pondérés sous forme de calcul. Alors, chaque entreprise pondère un peu en fonction de ce qu'elle considère être le plus apte et le mieux pour son propre service ou ce qui correspond le plus à ses besoins, entre gravité, reach, donc combien de personnes est-ce que ça peut toucher, combien de personnes vont potentiellement voir ce type de contenu, et la remediability, c'est quelle est la rémédiation que l'plateforme peut faire pour revenir en arrière et s'assurer que c'est… donc, par exemple, un scam, ça peut être beaucoup moins grave qu'un contenu terroriste qui a été live stream où des gens ont mort. Évidemment, la remédiabilité est bien plus faible, malheureusement. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment une méthodologie qui est très concrète, qui devient de plus en plus mathématique. Et donc, chacun de ces éléments sont chiffrés. On essaie les entreprises essaient de les chiffrer en fonction d'un certain nombre de critères, soit en fonction de nombre de contenus qu'ils ont modérés sur 1000 contenus sur 1000 contenus uploadés sur la plateforme,
combien ont été modérés ou signalés par un utilisateur en étant potentiellement terroriste, potentiellement la pédopornographie, potentiellement X ou Y, de la fraude, etc. Et donc, de pouvoir chiffrer l'ensemble de ces éléments. Une fois qu'on a calculé donc le risque inhérent, il faut évidemment contrôler et calculer la force ou des contrôles en place, des mitigating measures en place. Et donc, ça, c'est à quel point les systèmes de modération sont-ils performants, oui ou non, à quel point est-ce que les systèmes de modération, ou pas que de modération, par ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres éléments, à quel point est-ce que la partie aid verification pour l'onboarding des utilisateurs est performant ou pas pour protéger les mineurs. Enfin, il y a un certain nombre, plein de mesures qui peuvent être mises en place. Et les VLOP, ils ont des centaines et des centaines de contrôles. Il faut qu'ils évaluent leurs forces, leurs faiblesses, qu'ils donnent un score. Et de nouveau, il y a une matrice pour pouvoir dire, ben voilà, si vous avez un high inherent risk, mais un contrôle qui est très fort, et ben vous pouvez in fine réduire votre exposition. Et ça, c'est un exemple de tableau, de dire, ben voilà, vous êtes une plateforme, c'est fictif bien entendu, voici votre exposition au risque, vous êtes un high risk sur l'impact sur les démocraties, mais grâce à vos contrôles, vous êtes capable de diminuer de temps. Et voilà, et donc on voit aussi, ça permet aussi de montrer à quel point c'est vraiment devenu, et ça devient de plus en plus une méthodologie qui est très chiffrée et très data intensive. Et ça, c'est vraiment une évolution depuis 2023 qui était beaucoup plus qualitative, et on voit que ça devient un process beaucoup plus quantitatif. Je regarde Toshali, est-ce que j'oublie des choses? Non. Donc, voilà là-dessus. Ça, c'est un exemple des résultats des risques inhérents en fonction des différentes plateformes en 2023. Donc, c'est un peu ce que les différentes plateformes ont considéré en analysant leurs propres risques. Quels étaient à quel point est-ce qu'ils étaient en termes de low risk jusqu'à high risk. Donc, on voit que des plateformes comme TikTok ou X sont elles-mêmes donné un score de risque plus élevé, donc une exposition à un risque résiduel plus élevé que d'autres plateformes sur le marché. Sachant que, ouais, voilà, ça c'est, on sait, je pense que c'est le prochain slide ici, on sait que que la partie analyse de risque est vraiment un point important pour les régulateurs et les résultats de ces analyses de risque, parce quand on voit quand on regarde le nombre de demandes qui ont été faites par les régulateurs européens, par la Commission européenne ces dernières années, une majorité d'entre elles étaient vraiment sur l'analyse des risques systémiques et sur l'analyse des contrôles mis en place par ces plateformes. On voit que c'est vraiment le point chaud. Et l'Ofcom aussi en Angleterre commence à poser pas mal de questions dès qu'ils ont des services qui semblent être un peu à risque. La première chose qu'ils demandent, c'est donnez-nous les preuves des analyses systémiques, des analyses de risque que vous avez faites, et quelle est la roadmap pour atténuer ces risques. Et ça, je pense que si je peux terminer là-dessus, pour moi, c'est vraiment la partie la plus intéressante et je trouve qui mène vraiment dans la bonne direction. Juste, Garance n'a pas dit, mais avant de lancer Trémo, j'étais au Quai d'Orsay et je travaillais sur un certain nombre de sujets, sur la lutte contre les contenus terroristes d'abord en ligne, puis la lutte contre la désinformation. Et j'ai pas mal travaillé aussi un peu sur le Digital Service Act. Et je trouvais cette approche par les risques et cette approche par les risques systémiques, probablement une des mesures les plus puissantes à long terme. Elle va prendre du temps probablement à vraiment porter ses fruits, mais à long terme, la plus puissante dans le DSA, parce que ça oblige les entreprises à vraiment prendre une approche par les risques, d'intégrer une approche de risque dans l'ensemble de leurs entreprises. Je parlais l'autre jour avec une des responsables compliance d'une des plus grandes plateformes qui disait qu'ils ont commencé les discussions, qui vont probablement prendre encore quelques mois, voire quelques années à arriver, des discussions sur comment est-ce qu'on intègre la notion de conformité et de prise en considération des risques dans les bonus des product owners et des ingénieurs.
alors que souvent, ces boîtes, le motto a été « Move fast, big things » pendant très longtemps. Et donc, voilà, on a une nouvelle feature, on la release le plus rapidement possible. Ben non, en fait, à quel moment est-ce que ces critères sont vraiment pris en compte dans l'analyse de risque, dans le processus de déploiement, et que ça pourrait carrément faire partie du bonus de fin d'année de ces ingénieurs. Et je trouve que ça montre qu'on est sur ce chemin de redéfinition de ce que c'est que la culture de risque au sein de ces plateformes. C'est très nouveau, parce que c'est une industrie qui est relativement très nouvelle aussi quand on pense aux autres industries. Et donc, ça va prendre encore un peu de temps, mais c'est la direction sur laquelle on pense que l'industrie en général est en train d'aller. Et peut-être juste terminer là-dessus pour montrer, comme je disais, il y a un certain nombre de réglementations en place qui demandent aux entreprises de faire des analyses de risque systémiques. Donc, vous voyez aussi qu'ils ont pas mal de travail sur ces analyses, parce que entre les obligations annuelles en Angleterre, les obligations annuelles en Australie, et puis l'obligation annuelle du DSA, donc voilà, c'est un certain nombre de cycles d'analyse. Ce qui est hyper important, je veux aussi redire, c'est que de plus en plus, et on le voit, et c'est ce que j'appelle la culture de risque, c'est que ça ne va plus et ça ne peut plus, et on voit les entreprises qui sont en train d'évoluer là-dessus aussi, être une analyse qu'on fait une fois par an. C'est pas juste un, tiens, je tick a box exercise et voilà, j'ai fini, je l'ai fait, et puis on n'en parle plus. Ça doit faire partie de l'ADN même, et ça doit faire quelque chose qui est récurrent, parce que si l'année 2, vous dites, voilà, je suis medium high risk là-dessus, mais comme plan d'atténuation des risques, on va mettre en place le contrôle ABC. Si à l'année d'après, le plan, le contrôle A n'est pas mis en place, vous allez avoir des problèmes, parce que c'était sur le roadmap, etc. Donc, tout ça permet une amélioration en continu des risques. Très bien, je vois qu'on commence déjà à avoir quelques questions. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. Je vais commencer avec la première question de Suzanne, qui nous dit « Merci beaucoup pour cette présentation très claire et passionnante. En ce qui concerne le calcul du risque, certains rapports de risque systémique indiquent doubler le critère de la sévérité, gravité, et laissent celui de la probabilité à 1. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce que c'est une pratique courante dans d'autres domaines ? Je regarde. Honnêtement, j'ai pas de réponse vraiment très précise à donner. Je pense qu'il y a une chose dont j'ai pas du tout parlé, c'est que ça dépend aussi beaucoup de quel type de plateforme on parle. C'est-à-dire qu'une marketplace va avoir des problématiques qui sont très différentes d'un réseau social, et même entre réseaux sociaux, vous allez avoir des pratiques qui sont très différentes. Entre une plateforme où le contenu reste constamment, et une plateforme d'un réseau social où le contenu disparaît après 1 heure, la potentiel de viralité est très très différent. Et donc voilà, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, et je pense pas qu'il y a une règle qui devrait être la même pour tous. Je pense qu'au contraire, mais par contre, quelle que soit la décision qui est prise, ou quelles que soient les probabilités qui sont mises en place, je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose justifié. On ne peut pas dire, tiens, en fait, je vais faire cette probabilité-là parce que finalement, ça diminue mon risque. Alors, vous pouvez essayer de le faire l'année 1, ça ne va probablement pas marcher l'année 2, et certainement pas l'année 3, parce que les risques évoluent, les calculs évoluent, etc. Donc 1, c'est probablement une mauvaise chose, vous vous mettez dans le pétrin pour plus tard. Et 2, le régulateur va aller demander, si le régulateur fait son travail, il va aller demander pourquoi vous avez pris telle et telle pondération, quelles sont les justifications que vous pouvez nous donner, etc. Alors, des pratiques courantes dans d'autres domaines, oui, je sais que, alors, de mon expérience en banque, je sais que quand on faisait des analyses de risque systémique, par exemple sur le blanchiment d'argent, oui, il y avait des pondérations qui étaient prises en compte. Alors, le problème est différent, parce qu'on ne parlait pas de la même manière sur la sévérité, etc. Mais je dois avouer que je ne me souviens plus exactement des pondérations qui avaient été utilisées à l'époque, mais je pense de même que c'est des choses qui peuvent évoluer en fonction des services et de ce que la plateforme peut considérer comme le plus pertinent pour elle à ce moment-là. On a une deuxième question de Bastien, qui nous dit « Bonjour et merci pour la présentation. Je me posais une question assez simple, celle de la formulation des personnes participant à l'évaluation des risques. Le passage d'une approche
casuistique de la balance entre différents droits fondamentaux à une analyse statistique, voire mathématique, est sans doute inévitable du fait de la marge d'erreur qu'impliquent les réseaux sociaux. Il faut faire des choix. L'analyse des risques est une manière de le faire. Mais quelle est la part de juristes et notamment de spécialistes de droit, liberté chez vous? Je pense à cette question notamment parce que la mitigation d'un risque, les atteintes aux droits d'auteur par exemple, peut constituer un autre pour la liberté d'expression de manière plus générale, ce qui implique de mettre en relation ces différents risques. Très, très bonne question. Alors, je vais répondre sur la première. Et puis, Toshali, si peut répondre en anglais sur la deuxième partie, si ça vous convient. Pourquoi je vais demander à Toshali d'être là? Parce que Toshali est vraiment, a fait au moins 3 voire 4, enfin plus d'analyse de risque systémique avec des très grandes plateformes. Et donc, et a l'idée un certain nombre de ces projets. Sur la partie formation, certainement, mais on le voit d'ailleurs, on voit à la fois dans les cabinets de conseil ou certains de nos concurrents ou même au sein des entreprises, beaucoup des gens qui aujourd'hui mènent ces analyses de risque systémique ou ces head of compliance étaient des head of compliance dans d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui viennent de tête, je n'ai pas fait une analyse, ce serait intéressant d'ailleurs de faire cette analyse, lutte contre la corruption interne, ou pas mal dans tout ça, dans du monde financier, lutte contre le blanchiment d'argent et des risques, mais plutôt blanchiment d'argent et de ces secteurs-là dans le secteur financier. Donc, elles viennent avec un bagage méthodologique fort, avec une appréciation, mais en effet, il faut inclure un certain nombre de profils différents et il faut surtout inclure les responsables produits et les développeurs des entreprises, parce que c'est bien d'avoir des gens qui mettent la méthodologie, qui poussent qui poussent à recevoir un certain nombre de données, etc. Mais il faut surtout un buy-in très fort de la part des product owners eux-mêmes, sinon il y a un risque que ce soit très, très, très superficiel. And I think also to the second question on the balance between something like copyright infringement versus how it could impact freedom of expression, I think that differs from platform to platform, and it's a part of their own risk appetite. A platform like X, which says that they're more free expression, can decide that they're okay with a certain amount of hate speech on it. So they might show that their risk score for hate speech is medium and they're okay with that, and a company gets to decide that. But for a marketplace, say, where copyright infringement and copyright violations would be more important to them, they might care about freedom of expression less. I will say the regulation itself requires you to consider the impact of fundamental rights, so that remains a consideration throughout. But the question between balancing that does differ company to company, just based on how they work and what might be more important to them. Ouais, merci. Et pour reprendre ce que tu dis, Tosh, parce que c'est hyper important, tout ça, normalement, dans un cadre de gestion de risque bien défini, doit revenir à la question fondamentale qui est quel est le risque, quel est l'appétit au risque de la plateforme? Qu'est-ce que moi, en tant que plateforme, je suis prêt à prendre comme risque? Parce que si je veux être un peu provocateur, si on veut qu'il n'y ait aucun contenu illégal sur la plateforme, il ne faut pas avoir de plateforme. Et là, c'est le meilleur contrôle. Et si on peut, ou alors filtrer absolument tous les contenus. Et on sait que avoir un humain qui envoie l'ensemble des contenus, ça, si vous voulez vraiment avoir aucun risque. Mais pour une plateforme opère, elle a un business model, elle doit aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, avoir et prendre un certain nombre de risques. Donc la question, c'est quel est son appétit au risque et comment est-ce qu'elle met ses contrôles. Alors, quel est son appétit au risque? Il faut que le régulateur aussi puisse valider cet appétit au risque, parce qu'il ne faut pas que l'appétit au risque soit je veux que tout et n'importe quoi soit sur ma plateforme. Donc, quel est l'appétit au risque que j'ai? Quelles sont les conséquences potentielles si je vais trop loin? Donc ça, c'est à nouveau le régulateur qui dit est-ce que j'ai les capacités de mettre en application les amendes et d'enforce la réglementation que j'ai mis en place? Et puis, une fois que l'appétit au risque est défini, c'est comment est-ce qu'on peut… très bien. Pardon, on doit vite changer. Donc, quel est l'appétit au risque que je suis capable de prendre et comment est-ce que ça… comment est-ce que je les… pardon, je change de salle, mais… Et quels sont les contrôles que je mets en place pour m'assurer que je ne les dépasse pas? Vous voulez… Pardon. Pas de souci.
Très bien. Merci pour votre réponse. Ensuite, on a une troisième question. Vous avez parlé lors de l'étape de définition du risque inhérent de la gravité pour les victimes. Quelle méthodologie pour l'identification, la définition des victimes et y a-t-il une réflexion autour des victimes indirectes par ricochet ou par extension, exposition au contenu par exemple? Se confondent-elles avec les personnes prises en compte par le REACH? Exemple, va-t-on considérer qu'un mineur exposé à un contenu est une victime directe, même si le contenu ne l'implique pas? Quelle sera sa prise en compte? Merci. Oui, alors c'est tout à fait, c'est considéré dans ces parties-là sont considérées dans la partie severity parce qu'il y a une question de reach et le reach, c'est vraiment impliquer quels sont le nombre de personnes qui ont été en contact avec ce contenu. Donc ça fait partie ça doit faire partie de la partie exposition et ça doit faire impacter le risque final. Donc si vous avez de nouveau, sans spécifiquement nommer des plateformes, mais si vous êtes une plateforme dont le contenu disparaît au bout d'un certain nombre de temps et peut uniquement être partagé avec votre entourage proche ou les gens qui sont vos amis, ou si vous êtes une plateforme où le contenu peut être vu par tout le monde et n'importe qui et relayé par un algorithme, et ben le reach va être potentiellement beaucoup plus élevé d'un côté que de l'autre. Et ça va avoir un impact sur le risque inhérent à la fin. Ok, très bien. Je continue avec les questions suivantes. Bonjour. Et alors, juste un autre point là-dessus, c'est que les personnes, de nouveau, je pense qu'il y a eu pas mal de travail qui a été fait là-dessus pour prendre en compte les populations vulnérables et comme étant des populations à plus haut risque. Et donc ça, en fonction de qui est potentiellement impacté par ce type de contenu, normalement, ça impacte le calcul et donc de nouveau le risque inhérent. Et il y a une notion de priorisation de qui est potentiellement impacté par ce type de contenu. Est-ce que ce sont des mineurs? Est-ce que ce sont des populations à risque, etc. etc. On a une prochaine question qui demande de ce que vous pensez des risques systémiques en matière d'IA. Trouvez-vous cela pertinent, notamment au regard du règlement d'IA et de son approche par les risques que vous avez également évoqués? Et ça rejoint aussi une question que j'avais sur un peu la thématique de l'IA générative et des contenus de deepfake. Et je me demandais aussi, selon vous, quel prochain risque systémique émergent pourrait apparaître sur les plateformes et qui devrait absolument être anticipé dans les prochaines évaluations annuelles. Ça, c'est l'avantage, je pense, d'une écriture plus flexible ou moins direct du Digital Service Act, en fait. C'est qui permet de la prise en compte d'un certain nombre d'évolutions de tous de nouveaux risques qui vont apparaître. Et le régulateur ne peut jamais être en amont de phase et définir quels vont être l'ensemble des risques qui pourraient potentiellement apparaître sur la plateforme. Et ça, c'est vraiment de nouveau à la plateforme d'être capable d'identifier quels sont les risques et dans une meilleure compréhension de leur propre vulnérabilité. Par exemple, il y a 3 ans, un certain nombre de places de marché en ligne considéraient que la protection des mineurs n'était pas quelque chose, c'était pas leur problème. On a bien vu avec les récents scandales d'un certain nombre de plateformes en France et en Europe avec des produits potentiellement illégaux qui étaient vendus sur leur plateforme que la réalité est tout autre et qu'ils ont un devoir de protection aussi et d'analyse des risques, des conséquences et des risques qu'ils peuvent poser sur des mineurs, à la fois, et même quand il n'y a pas de mineurs, entre guillemets, dans la transaction, parce que le type de produit qu'ils peuvent vendre a, dans ce cas-là, une poupée qui pourrait ressembler à un enfant et qui, donc, du coup, serait illégale en France. Mais ça prend quand même en compte un certain nombre de critères qui potentiellement ne pensaient pas il y a 3 ans. C'est pour montrer que l'ensemble de ces éléments à prendre en compte évoluent de la manière que le contenu, donc tout ce qui est par exemple tous les contenus générés par l'IA sont une nouvelle source de risque qui doit être pris en compte et qui est pris en compte par ces plateformes. Quelles sont les que
des contenus générés par des plateformes d'IA, n'importe laquelle, que ce soit d'ailleurs des plateformes plus grand public ou d'autres plateformes open source que des gens abuseraient, quels sont les risques qui viennent inonder mon système et quels sont les risques, alors plusieurs choses, quels sont les risques qui soient utilisés pour diffuser des contenus illégaux et autres, et quels sont les risques ou les vulnérabilités qui vont exploser sous mes propres contrôles. Donc, ils peuvent avoir un impact, entre guillemets, si je regarde de formule automatique, sur les deux côtés. À la fois, ils vont augmenter mon risque, mais ils peuvent aussi diminuer la force de mes contrôles parce qu'en fait, mes contrôles n'ont pas été faits et n'ont pas été designés avec cette notion de AI-generated content lorsque les modèles ont été entraînés, etc. On a une autre question. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante sur la conformité fondée sur la prise en compte des risques systémiques. Pourriez-vous aborder les méthodes quantitatives adoptées par les plateformes, audits, algorithmiques ou autres? Est-ce que vous pourriez préciser un peu ce que vous entendez par méthode quantitative, il y a plusieurs manières. Ouais. Pardon. Je sais pas, mais moi, ça me fait penser un peu à comment quantifier un risque systémique. Je sais pas, qui serait par exemple immatériel ou difficilement mesurable et chiffrable. Ouais. Alors chaque entreprise, alors si on reprend le début par exemple, une entreprise peut décider de dire ok, si on reprend la matrice que je vais montrer, attendez 2 secondes, ça. On reprend la matrice ici. Et qu'on regarde quels sont les différents risques, comment est-ce qu'on fait évoluer et comment est-ce qu'on calcule la sévérité et la probabilité. Mais dedans, il y a un certain nombre d'éléments. C'est quelle est, dans la probabilité, on peut regarder sur base des données historiques. Donc, par exemple, sur les derniers 6 mois, sur la dernière année, sur 1000 contenus que j'ai reçus dans ma plateforme ou sur 1 million de contenus reçus dans ma plateforme, combien ont été notifiés ou même ai-je détecté de manière proactive de contenu terroriste, par exemple. Okay, donc, disons que c'est 2 sur 1000. Et après, il y a une notion de dire, OK, 2 sur 1000, qu'est-ce que ça veut dire en termes de probabilité qu'il y en ait plus. Donc, c'est toutes ces méthodologies. Même chose sur la rémédiabilité. On donne une valeur quantitative en disant, il y a 0, je veux dire, si la personne est morte, la rémédiabilité et si c'est quelqu'un qui a été qui a vu une pub qui n'aurait pas dû voir, ou potentiellement elle est beaucoup plus élevée, ou quelqu'un qui a vu un spam, voilà, la rémédiabilité est beaucoup plus élevée. Donc on donne une valeur quantitative et c'est une série en fait de multiplications qui se font et qui sont pondérées les unes avec les autres, si on reprend un peu le tableau, pour arriver à un risque résiduel final. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, je trouve votre réponse claire. Après, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question, voilà, elle a dit oui. Okay. Alors, on a une nouvelle question dans le chat. Ces calculs prennent-ils en compte le risque d'exposition nouvelle au même contenu? Je pense que ça prend en compte plus largement, dans le sens où ça prend en compte quels sont les risques que vous soyez de nouveau exposé à un contenu terroriste, que ce soit le même ou que ce soit un autre. Je ne pense pas qu'il y ait une pondération supplémentaire si c'est le même contenu qui revient. Par contre, pour reprendre votre question, ça peut avoir un impact sur le contrôle. C'est-à-dire que si on évalue qu'en fait le contrôle n'est pas capable d'identifier que le même contenu réapparaît constamment, on n'est pas capable de le bloquer, alors oui, là, il y a un problème sur la faiblesse du contrôle. Et ça, c'est le score du contrôle qui peut être affaibli. Donc, le risque résiduel final sera plus élevé. Très bien. On a une question. Bonjour et merci pour la présentation. J'ai une question plus financière vu l'inspiration du régulateur. Dans la régulation financière, les domaines qui exigent la gestion des risques systémiques sont principalement la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Non, je pense qu'il y en a d'autres. Alors, je pense que ceux-là sont les plus importants. Enfin, pour moi, qui est travaillé dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme principalement, c'est ceux sur lesquels je vois le plus d'analogies. Mais il y a aussi tout ce qui est gestion de risque. Il y a aussi tout ce qui est gestion de risque de crédit. Il y a aussi tout ce qui est gestion de risque des modèles. Il y a un certain nombre de gestion de risque et de principes de risque qui doivent être mis en place. Et donc pour moi, c'est plus large. Après, je n'ai pas envie de dire de bêtises et je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui s'est fait en banque. Et moi, j'ai principalement travaillé là-dessus. Mais pour moi, c'est la gestion de risque et les analyses de risque sont beaucoup plus larges. L'analyse de risque de crédit, par exemple, il y a une analyse qui doit être faite sur quel est mon risque, quelle est mon exposition au marché, etc., en tant que banque. Mais de nouveau, je ne suis pas le grand expert là-dedans, donc ne vous fiez pas à ce que je dis. Moi, j'avais aussi une question un peu en parallèle aussi avec un peu le monde de l'analyse des risques dans le secteur financier. Les crises financières, elles sont souvent liées à l'incertitude et à la confiance. Et je me demandais un peu quel rôle joue l'opacité des algorithmes dans l'incertitude numérique et comment la transparence qui est exigée par le DSA, elle peut un peu rétablir une forme de confiance systémique et dans le fonctionnement des plateformes et dans leur rôle dans les risques. C'est une question très complexe, spécialement lorsqu'on parle des algorithmes eux-mêmes. Après, si je reprends votre question, Garance, sur la partie transparence et comment est-ce que la transparence peut améliorer la confiance qu'on pourrait potentiellement avoir dans ces plateformes, moi, je pense que c'est clé. C'est d'ailleurs, petite personnelle, la raison pour laquelle on a lancé Tremo il y a 4 ans. Maintenant, c'est parce que j'étais absolument convaincu que si on voulait sauvegarder ou sauver ce qui restait de l'économie numérique, il fallait absolument le faire par la transparence et qu'il fallait aider les petites et moyennes entreprises à pouvoir fournir cette transparence le plus possible. Il s'avère qu'on a été entraîné dans toute la partie analyse de risque systémique de par l'expérience qu'on avait avant. Et donc, on a développé toute cette expertise-là aussi. Et donc, on travaille avec les plus grosses pour les aider là-dessus. Mais la transparence est absolument essentielle pour essayer de rétablir la confiance. La transparence des algorithmes eux-mêmes, on ne va pas l'avoir uniquement avec les analyses de risque systémique ou avec les rapports de transparence. Il y a un certain nombre d'autres éléments qui doivent rentrer en compte. Je pense que ce qui est vachement important, par contre, c'est que, et c'est ce que l'analyse de risque systémique permet, c'est d'avoir la capacité de prendre en compte ou de demander aux entreprises de prendre en compte le fonctionnement de ces algorithmes dans l'analyse des risques qu'ils peuvent poser à la société. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup plus, ou avant, c'était beaucoup plus, voilà les risques des mauvais comportements de notre utilisateur. Mais en réalité, non, l'algorithme peut déformer ou amplifier ou plein de choses, le comportement, le mauvais comportement ou les abus de l'utilisateur. Donc, il faut prendre ça en compte dans l'analyse des risques systémiques, ce qui permet déjà d'essayer d'identifier, de quantifier comment est-ce que le design même de ces entreprises pourrait potentiellement empirer un certain nombre de ces risques. De nouveau, c'est une trajectoire sur laquelle on va. Et on voit déjà en 3 ans, pour ceux qui ont lu les rapports, je sais que Toshali en a lu beaucoup, peut-être même les 75, ou les 45, pardon, qui ont déjà été publiés, on voit une évolution vraiment forte de la manière dont ils sont mis en œuvre par les entreprises. Merci beaucoup pour votre réponse. On a des nouvelles questions dans le chat. Donc, est-ce que vous pensez que la société civile, chercheurs, victimes, devraient être davantage invités à participer dans l'élaboration de la méthodologie ainsi que la réalisation des rapports sur les risques systémiques? Nous, on pousse énormément et on recommande souvent à nos clients ça. D'ailleurs, le DSA même le parle, j'ai plus le texte exact en français, mais le DSA dit qu'il faut prendre en compte l'avis des personnes impactées et d'experts dans l'élaboration de ces analyses de risque systémique. Nous recommandons de manière régulière à nos clients de mettre en place, ça répond peut-être un peu à la question suivante,
la mise en place de groupes de travail avec des chercheurs, avec la société civile, pour bien comprendre et permettre d'avoir une connaissance plus fine, mais aussi plus réaliste et plus réelle des risques que l'utilisation de nos services peut poser. Par exemple, si on étudie quelles sont les conséquences sur les mineurs, de pouvoir parler avec des groupes de mineurs et de vraiment comprendre quelles sont les utilisations qu'on a faites, quels sont les risques qu'ils peuvent voir, quels sont les types de contenus qu'ils voient, etc. Est-ce que toutes le font? Probablement pas, et il faudrait que ça soit poussé plus, mais c'est indispensable en tout cas que la société civile en fasse partie et qu'elle soit interrogée par les régulateurs, par les plateformes lors de l'élaboration. Mais par ailleurs, j'ai envie de dire que c'est le même côté du côté du régulateur. Il faut aussi que le régulateur lui-même soit capable d'aller regarder la société civile, d'aller regarder, de dire est-ce que voilà, quels sont les risques que vous voyez et voir si ça c'est bien en adéquation avec ce qu'ont dit les rapports de risque des entreprises. La question suivante qui demande est-ce que vous accompagnez de façon consultative les plateformes dans la préparation des rapports ou est-ce que vous rédigez une première version pour eux? Qu'elles sont libres d'accepter ou non? Qui détermine la méthodologie? C'est une très bonne question. In fine, nous ne pouvons, et ce n'est pas notre rôle d'ailleurs, nous substituer à la responsabilité de l'entreprise. Donc c'est l'entreprise qui est responsable de son rapport de transparence, enfin de son rapport d'analyse de risque systémique. Pardon. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est les aider à définir la meilleure méthodologie, la méthodologie que nous pensons la plus élaborée et la plus poussée. Et après, c'est à eux de se justifier auprès des régulateurs si oui ou non, ils ont utilisé une méthodologie qui était la bonne ou pas. Nous, on les pousse. On a un avantage, c'est qu'on travaille aujourd'hui avec beaucoup de ces plateformes, donc on a une belle visibilité sur ce qui est les meilleures pratiques. Et ce qu'attendent un certain nombre de régulateurs, notamment Ofcom et autres, parce qu'ils sont très clairs sur ce qu'ils attendent. Et donc, ça nous permet de pousser et souvent d'aider les fonctions de conformité de nos clients à exiger cette méthodologie en interne. Parce qu'il ne faut pas croire que ces entreprises sont une en tant que telles. C'est-à-dire qu'il y a aussi des besoins et des volontés différentes au sein de ces entreprises. Et souvent, un de nos rôles, c'est aussi de montrer quelles sont les meilleures pratiques et quelles sont les attentes sur le marché pour que l'ensemble de l'entreprise aille dans cette direction, parce que ça peut être si c'était que la fonction de conformité, peut-être qu'il n'aurait pas la force ou le soutien nécessaire pour pouvoir aller dans cette direction. Nous ne rédigeons et en aucun cas nous faisons du lobbying ou autre, c'est pas du tout notre rôle. Rédiger les rapports, ça va dépendre aussi de s'ils ont besoin de main d'œuvre là-dessus ou pas. Mais de nouveau, nous ne pouvons que faire des recommandations comme un cabinet de conseil sur ce côté-là, des recommandations sur ce que nous pensons qu'il faudrait qu'ils mettent en place. Tout ça est documenté et les entreprises libres à elles de les suivre ou pas. Et on a une question qui est en lien avec la question précédente qu'on a eue par rapport à la participation de la société civile dans l'élaboration de ces rapports qui nous demande si ces recommandations sont suivies par certaines entreprises. Pardon, c'était lequel, pardon? Si les recommandations de la part des chercheurs et des victimes sont prises en compte par certaines entreprises. Oui, je pense. Après, je peux pas parler sur toutes les plateformes en ligne. Et deux, je pense qu'il faut analyser leur rapport. Je pense que il y a quand même beaucoup de plateformes aujourd'hui qui ont, je dis pas peut-être qu'ils fonctionnent pas tous bien et je me fais pas le porte-parole de plateforme ici, au contraire. Donc il faut voir après en fonction de ce qui est publié, des analyses qu'ils ont faites. Je pense qu'il y a de plus en plus de plateformes qui quand même ont des programmes avec la société civile pour essayer de comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société. Voilà. Ensuite, une autre question sur la prise en compte, voire comme modèle des systèmes de conformité bancaire, peut-elle créer un biais dans l'évaluation qui sera rapproché du quantitatif par cette analogie et peut conduire à perdre la force du qualitatif? En rapprochant également à ce que vous disiez sur le transfert des profils LCBFT vers cette nouvelle obligation de compliance,
Doit-on lutter contre cette qualification ou est-elle opportune? Je réfléchis. Alors, il y a un risque et il y a un narratif. Je vais répondre en deux temps à ces questions. Il y a un narratif aux États-Unis qui est en train de se développer, notamment au travers de Daphne Keller, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a écrit tout un article sur the compliantification of trust and safety, qui en dit en fait qu'il y a tellement de normes et de règles qui sont en train d'apparaître, spécialement en Europe, qu'en fait la trust and safety va perdre de sa force de frappe, qui était de vraiment lutter contre les mauvais contenus en ligne, pour devenir uniquement une fonction de tick box exercise, et qui en fait ça va du coup diminuer je caricature un peu son argument. Moi je suis pas tout à fait d'accord, au contraire même. Mais sur le point précis de dire est-ce qu'il faut que ce soit que quantitatif et pas qualitatif, non, il va toujours y avoir un côté qualitatif dedans, et c'est important qu'il en reste. Mais c'est aussi important qu'on essaie de standardiser au maximum ce qui peut être standardisé, ou qualifier ce qui peut être quantifié, pardon, ce qui peut être quantifié. C'est important parce que ça permet de réduire le bruit, ça permet de vraiment se concentrer, d'essayer d'avoir quelque chose de vraiment chiffré à la fin, et ce qui permet de voir une évolution au travers du temps. Si on ne se base que sur du quantitatif, on perd de cette force aussi, et on perd de la force de ce que c'est qu'une analyse de risque. Il y a une partie qui est très difficile, qui est de comment est-ce qu'on transforme, on transfère une valeur qualitative, une valeur quantitative sur une échelle qui est bonne et pertinente aussi. Il y a tout cet aspect-là. Comment est-ce qu'on peut dire, OK, un contrôle est fort, mais qu'est-ce que ça veut dire fort sur une échelle de 1 à 5 ? Et quels sont les critères qu'on peut utiliser pour définir que ce contrôle est fort ou faible. Donc, pour répondre à votre question, oui, il ne faut pas perdre en vue la partie qualitative, et je pense d'ailleurs qu'on ne pourra jamais tout à fait la remplacer dans ce processus. Très bien, merci pour votre réponse. Existe-t-il une grosse différence entre les rapports requis par l'Ofcom et ceux requis par le DSA? Est-ce que les entreprises peuvent quasiment reprendre le travail de l'un pour prouver la conformité de l'autre? Alors aujourd'hui, les différences sont assez importantes, à un tel point que ce n'est pas le même exercice et même pas réalisé au même moment. Déjà, il y a une différence de deadline. Du coup, ce n'est pas les mêmes données qui sont utilisées. Et il y a la méthodologie est un peu différente. Et Ofcom, ils vont être beaucoup plus prescriptifs. Ils vont dire, vous avez telle et telle feature, voilà tel et tel risque auquel vous exposez vos utilisateurs. Donc c'est une approche beaucoup plus prescriptive. Aujourd'hui, on voit quand même une demande des grandes plateformes de dire, en fait, il commence à y avoir beaucoup de risques d'analyse de risque systémique. Est-ce qu'on peut mutualiser un certain nombre et essayer de rapprocher la méthodologie? Il y a une discussion entre régulateurs pour savoir, que ce soit régulateurs anglais ou européens, pour savoir si c'est faisable ou pas. Mais de toute façon, ce sera toujours deux rapports différents parce que la méthodologie est un peu différente, les risques analysés sont un peu différents. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail sur lequel on peut capitaliser et qui pourrait être les entreprises pourront capitaliser à la fois pour l'un et pour l'autre, mais c'est pas 100% la même chose. Prochaine question sur les analyses semblent proches, gravité Reach, avec celles prévues par le RGPD. Y a-t-il des échanges entre ces deux analyses et si oui, de quelle façon? Oui, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges aussi parce que beaucoup de ces analyses RGPD tiennent aussi leur origine des mêmes sources. Quand on voit, en réalité, il y a beaucoup de similarités entre celles-là. Et je sais d'ailleurs, je rajoute à ce que j'avais dit tout à l'heure, de dire que il y a un certain nombre aussi de personnes qui font ces analyses qui venaient de fonctions privacy ou RGPD type. Ensuite, on a une question sur les rapports publics peuvent être assez frustrants parce qu'ils partagent des constats déjà bien établis. Je me doute que c'est une question difficile parce que ce sont vos clients, mais pensez-vous que les plateformes ont recours à l'excès, à l'argument de la confidentialité pour caviarder les documents?
je vais pas. Ce que je peux dire, c'est que il y a quand même une approche qui est fondamentalement différente sur ces sujets-là, outre-Atlantique et ici. Une des difficultés qu'ont ces entreprises, de nouveau sans pour autant aller dans un sens ou dans l'autre, c'est que il y a une approche par les risques, et quand vous avez une approche par les risques, vous reconnaissez de facto que vous avez des risques. D'accord? Et donc, c'est une approche de dire, voilà les risques que j'ai, et d'année en année, je vais essayer d'améliorer mon risque résiduel et de faire en sorte que l'utilisation de la plateforme soit moins risquée pour la société, pour mes utilisateurs, etc. Outre-Atlantique, vous avez une approche qui est par la litigation. En gros, dès que vous admettez que vous avez potentiellement un risque, vous allez avoir un procès et ça va. Donc, il y a des approches qui sont très, très différentes. Que même nous, c'est les clients qu'on a, des gens de plateformes qu'on a pu accompagner ou d'autres, d'ailleurs, qui nous ont décrit qu'il y ait beaucoup de discussions entre la partie légale aux US et la partie compliance en Europe, parce qu'ils ont des approches et des besoins qui sont très différents ou des craintes qui sont très différentes. De temps en temps, la partie européenne veut être plus transparente et pouvoir publier plus. La partie US dit le plus on publie, le plus on va se faire attaquer. Et donc, il y a aussi une approche et il y a un risque qui est différent. La réalité, c'est que le régulateur peut demander l'ensemble des documentations aussi. Donc oui, en tant que société civile, je comprends, mais voilà, en tant que chercheur ou société civile, je peux comprendre que ce soit frustrant. Mais ces documents sont aussi destinés à quelqu'un et que la société civile et que le régulateur peut avoir accès à l'ensemble des documentations. Donc, c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste une couverture et il n'y a rien en dessous. Il est censé avoir quelque chose en dessous. Par contre, oui, il ne faut pas s'étonner. Enfin, c'est une réalité. Je ne sais pas s'il faut s'étonner ou pas, mais en tout cas, c'est une réalité que ces rapports passent par un certain nombre d'avocats, de PIA, etc., avant d'être publiés. Bien, je pense qu'on arrive à la fin de notre échange. Il nous reste plus que quelques minutes, donc je vais rapidement conclure. Donc, je tiens à renouveler mes remerciements à Louis Victor de Françu pour cette intervention très éclairante et pour nous avoir partagé son expertise sur ce sujet passionnant. Je remercie également mes collègues Suzanne Vergnol, directrice de la chaire sur la modération des contenus, et Stéphania Di Stefano, qui est post-doctorante au sein de la chaire, pour l'aide dans l'organisation de cet événement. Et notre prochain Lunch and Learn se tiendra le mardi 6 janvier 2026 et nous aurons la chance de recevoir Valère Dior pour aborder le sujet de l'impact des chartes internes sur l'expression des employés. Parfait. Merci beaucoup, Garance. Et puis, n'hésitez pas, si je peux être utile pour autre chose, n'hésitez pas à me contacter directement. Merci à vous, merci à tous et merci pour toutes vos questions et pour vos réponses. Et très bonne journée.